Bonjour Antoine, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Maximilien. Est-ce que j'ai ton consentement pour pouvoir enregistrer et diffuser l'interview? Ah, Oui? Pas de souci. oui, Pas de ok. souci. Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter professionnellement? Alors, je vais te laisser commencer comme tu veux. Tu peux nous parler de ta pratique actuelle, peut-être de ta formation, de tes influences. Je te laisse commencer par ce qui te convient. On va commencer par l'historique. Je suis diplômé depuis 98, voilà, pour situer un petit peu le nombre d'expériences de pratique. Et puis assez rapidement, j'ai mêlé en fait la pratique clinique avec l'université, avec directement une thèse. Et j'ai gardé ça en fait professionnellement. Donc je suis à la fois enseignant-chercheur sur Paris 8, où je suis professeur au laboratoire de psychopathologie et de neuropsychologie. Et puis, à côté, j'ai un exercice clinique qui a été pendant 15 ans hospitalier, ensuite libéral quasi exclusivement, et là, je reprends une activité hospitalière au CHU de Bordeaux, avec sans doute une ligne directrice à la fois en termes de recherche, d'enseignement et de pratique. C'est la psychopathologie du somatique. Je m'intéresse vraiment au lien qu'il y a entre les événements de santé somatique en tant que tel, et puis la dynamique psychique c'est quelqu'un, et la façon dont une trajectoire de vie se régule avec cela. Voilà, ça c'est un peu ma ligne droite, en fait, la psychopathologie somatique. Le service du CHU de Bordeaux, c'est un service de quel type alors somatique? Alors, c'est une particularité, en fait. Ça a été monté, c'est un centre de ressources et de recherche en hypnothérapie et méditation. Et donc, en fait, c'est le premier en France. Et le principe, en fait, c'est que les personnes qui sont passées par le CHU et qui ont déjà bénéficié ou entendu parler dans le CHU de Bordeaux de méditation ou d'hypnothérapie puissent continuer leur prise en charge au sein de cette structure-là. Donc, sans doute que dans les années à venir, on va l'ouvrir à des consultations ambulatoires concernant les personnes non passées par le CHU, mais pour l'instant, ça concerne les patients passés par le CHU en tant que tel, donc transversal, enfants, ados, adultes, grand âge, puisqu'on va aux 90 et plus, et effectivement avec l'une de ces deux pratiques-là en tout cas. Donc, c'est une équipe mobile, en fait, qui fait tous les services à la demande. Vous êtes appelé, peut-être, c'est ça? Ou Bah, même pas parce que tu sais, on commence à être vieux les uns et les autres, on veut plus se vous déplacer, déplacez pas, vous demandez aux patients d'avoir une demande? exactement de venir, de venir directement. Mais en fait, ils sont rencontrés quand ils sont hospitalisés, ils sont rencontrés effectivement par les personnes, alors soit les équipes transversales, soit directement les services, puisque le CHU de Bordeaux a la particularité d'avoir plus de la moitié en fait des soignants qui sont formés soit à la méditation, soit à l'hypnothérapie. Donc vraiment, il y a une forte population soignante qui utilise ces pratiques-là. Et donc du coup, soit c'est directement les soignants, soit effectivement ils ont vu les équipes mobiles, et nous vraiment on vient j'allais dire en deuxième main, quand ils sont déshospitalisés et qu'ils souhaitent poursuivre. Donc, du coup, on est dans nos locaux. D'accord, ok. Ok, ça a été bien reçu, finalement, j'imagine, cette, cette... C'était très, très bien reçu. Alors, comme souvent, hein, c'est patron dépendant, hein. Donc, du coup, c'est clair que le DRH a une place prépondérante, le directeur a une place prépondérante. La réalité clinique, on peut en connaître les avantages, mais si à un moment donné, il n'y a pas un administratif qui dit OK, bon coup, on développe Ouais. ça, c'est compliqué. Donc, c'est clair qu'il y a une volonté locale très importante et un soutien très important. D'accord, ok. D'autres choses sur ta formation, peut-être? Sur la Historique? formation, Ouais. j'ai connu. Une de mes questions, ça sera après, peut-être que tu vas y répondre là maintenant, je ne sais pas, mais quelles sont tes formations en thérapie? Quelles sont tes influences théoriques? Ça, j'aimerais bien connaître un petit peu plus, Mhm. que tu puisses nous en dire un peu plus. Ouais. La formation, j'ai connu trois universités durant mon parcours initial, quatre si on compte la thèse, et mais c'est clair que majoritairement, malgré tout, c'est une orientation psychodynamique, hein. De ma génération était plutôt dans cette orientation-là. Ceci dit, assez ouverte, surtout sur la fin du parcours. J'ai toujours eu des enseignants qui étaient vraiment très, très ouverts à la pluralité des approches, même s'il y avait effectivement une approche qui était majoritaire. En fait, c'est l'hypnose qui m'a mené aux études de psycho. Et donc, du coup, dès les études de psycho, j'ai rebouclé la boucle en disant maintenant, je me forme à l'hypnose, puisque c'est ça qui m'intéressait de prime abord. Donc, du coup, j'ai été formé à l'Institut français d'hypnose pour le parcours en hypnothérapie, avec une supervision de François Roustan sur la fin.
Et puis, également, je me suis formé à la méthode ACT. Je me suis formé durant mes stages aux approches existentielles et humanistes qui n'étaient pas du tout enseignées à l'université. Et pour le coup, j'en étais très heureux puisque ça reste ma pratique, mon orientation maintenant majoritaire. C'est celle que j'ai en tête, en tout cas quand je pratique avec les patients. Et puis ensuite, voilà, il y a des choses qui sont plus ponctuelles, c'est-à-dire lorsque des séminaires sont ouverts de façon à pouvoir découvrir certaines pratiques, on va dire, annexes, y compris parfois dans des domaines, on va dire, un petit peu en marge. Je me suis formé au remote viewing, je me suis formé à toutes ces pratiques-là, également aux thérapies transpersonnelles. Donc, je suis allé voir un petit peu aussi de ces côtés-là. Bah, du coup, j'absorbe, je vois ce qui D'accord. peut m'intéresser. Ben justement, ça m'intéresse bien. Je me demande souvent si ça vient répondre à des besoins du thérapeute ou à des besoins du patient d'avoir toutes ces références. Et comme tu sais, je m'intéresse toujours à la question de l'intégration. Et donc, si je reprends les mots-clés, psychodynamique, acte, hypnose, approche humaniste existentielle. Alors, moi, ça peut me Mm. paraître d'une certaine manière logique. J'ai tout de suite des connexions à certains endroits, mais les gens Mm. qui nous écoutent peuvent être étonnés. Alors finalement, comment ça fait sens dans ton esprit? Parce qu'on pourrait rencontrer quelqu'un qui fait de l'hypnose et dire qu'il ne voit pas du tout comment c'est possible, un psychanalyste dire qu'il ne voit pas non plus comment c'est possible. Comment ça a fait sens pour toi, en fait? Ben, la première dimension, je le disais tout à l'heure, moi, c'est la psychopathologie somatique qui m'intéresse et toutes ces pratiques que j'ai citées sont des pratiques qui ne sont pas d'emblée dans la psychopathologie psychiatrique classique. Donc, du coup, il y a une ouverture déjà qui est présente sur chacune d'elles. Ça veut dire concrètement que ce sont des courants qui ont tout en tête une psychopathologie, mais la première approche du patient, c'est une approche dans laquelle on essaie d'abord de comprendre son environnement, ses valeurs et la façon dont l'individu fonctionne, et fonctionne, j'allais dire largement, c'est-à-dire pas uniquement ce qui dysfonctionne, mais aussi ce qui fonctionne bien et ce qui est à travailler. Et Hmm. pour moi, en fait, la ligne directrice, c'est effectivement celle-ci. Ensuite, la pratique de l'hypnose, pour moi, est une pratique, en dehors de la pratique ericksonienne, et encore on pourrait en parler, c'est une pratique qui est un peu hors sol, quoi. C'est-à-dire que moi, de base, je me définis comme étant thérapeute humaniste et existentiel. Il se trouve que de temps en temps, je vais chercher du côté de Acte des outils. Il se trouve que je pratique, allez, dans 80% des cas, l'hypnothérapie en tant que telle, mais avec ces références-là, avec Rogers, avec Maslow, avec tous ces noms-là en tête et ces pratiques-là essentiellement. Hmm. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment celle de la rencontre, de comprendre d'abord la dynamique et la façon dont l'individu fonctionne dans son environnement, ne pas poser directement la question de la psychopathologie, c'est-à-dire Hmm. dans l'évaluation défectologique d'emblée, et ensuite de pouvoir composer avec la personne qui est en face. Mais Ouais. globalement, c'est quand même la thérapie humaniste qui reste ma colonne vertébrale à moi. Mais c'est intéressant parce que tu parlais de psychopathologie, mais tu as même cité finalement des approches qui ne sont pas spécialement intéressées par le diagnostic et la psychopatho, parce que Rogers ne faisait pas de diagnostic, et Erickson non plus. D'une certaine manière, il y avait une évaluation, une appréhension, mais il n'y avait pas une nosographie à laquelle il pouvait se référer. Donc je me dis que c'est peut-être aussi un point commun. Puis que d'une certaine manière, plus on est amené à chercher à confirmer un diagnostic, plus on va trouver la confirmation. Et finalement, tu te retrouves au rond-point à prendre la première sortie qui est de ne pas forcément chercher à étiqueter un problème avec une psychopathologie, mais peut-être voir quelles sont les ressources des gens, quoi. Mais parce que je suis psychologue et pas psychiatre. Donc, de toute façon, légalement, je ne peux pas poser de diagnostic. Ouais. Et donc, effectivement, il ne m'intéresse pas vraiment. Par contre, ce qui m'intéresse et qui est déjà présent chez Rogers et tous les autres que tu as cités, c'est le psychodiagnostic. C'est-à-dire, effectivement, ne pas être dans l'étiquette, mais de comprendre pour le coup la dynamique interne et les processus internes de construction normaux et pathologiques. Donc, Mm. effectivement, notamment, Rogers va pas quoique, hein, il avait quand même défini ce qui menait à un trouble de la personnalité, ce qui menait à une dépression. Il avait quand même travaillé ces dimensions-là. Mais effectivement, j'allais C'était dire, très léger. un peu malgré lui, quoi. Oui, oui. Fallait y passer. Ouais. Voilà. Mais donc, effectivement, moi, je m'intéresse plutôt à ce qu'on appelle le psychodiagnostic, c'est-à-dire effectivement l'étude de ces processus internes en tant que tels. L'étiquetage, Mm. je n'en ai pas besoin puisque je ne prescris pas derrière. Donc, Et puis là, il y a la question de la personnalité aussi, qui est quand même un élément important et clé chez les psychologues et qu'on n'a pas forcément comme clé de voûte chez les psychiatres, qui vont plutôt chercher un trouble de la personnalité avec une nosographie plutôt que de se poser la question des dimensions, quoi, de la personnalité. oui, 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 certainement, même si
lorsque je rencontre un patient, je suis vraiment dans la perspective d'une rencontre qui va être provisoire. Mais d'emblée, je le sais. C'est-à-dire que je sais que je vais croiser la personne quelquefois dans sa vie, et donc je suis d'emblée dans le transitoire et dans le provisoire. Ce qui veut dire que la notion de personnalité, ou ce que la notion de personnalité peut avoir aussi en étant caricatural de définitif, en fait, je laisse un peu ça de côté parce que du coup, je sais que je suis qu'un éclair, en fait, dans la vie de la personne qui est en face. Donc, on va se quitter au moment où on se rencontre. Et à partir du moment où cette notion, en fait, de se quitter est présente dès le début, du coup, ça change, en fait, l'entretien, la façon dont on regarde l'autre. On ne cherche pas à savoir qui est l'autre. On cherche à savoir comment l'autre se manifeste, simplement. Hmm. C'est important ce que tu dis parce qu'on s'inscrit plus dans la même temporalité, on est plus dans une question de rencontre brève ou de thérapie brève. On n'est pas embarqué forcément avec l'idée qu'on va se voir pendant une dizaine d'années pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Ouais. Mm. Oui, c'est effectivement ça. Il n'y a pas de... Bon, ceci dit, j'ai des patients que je vois depuis plusieurs années, mais c'est effectivement pas le commun. Je n'ai pas fait de stats, mais globalement, la majorité de mes patients, je les vois moins de 10 fois. Ça ne veut pas dire que C'est moins de 10 l'exercice en fois. libéral peut-être qui fait ça. C'est La même chose pour moi aussi. Et souvent, bah, ceux là, qui sont en libéral, dans les interviews, disent ça. Ouais. ouais, il y a certainement quelque chose de l'ordre du libéral, et en même temps, je pense que c'est aussi une tournure d'esprit. C'est-à-dire à partir du moment où on n'est pas là pour régler quelque chose, on est là pour insuffler euh, comme une sorte d'influence, comme une série de vents en fait. On ne décide pas complètement la trajectoire, mais on modifie en fait le vent, le contexte pour que du coup quelque chose se réinitie. À Mm. partir du moment où finalement, il n'y a pas de raison particulière d'aller jusqu'à la lassitude quoi, de l'autre. On Mm. peut juste rester On peut dans se la quitter, nouveauté. on peut se quitter avant d'en avoir marre. Exactement. Avant que Euh, la nuit survienne. je ne sais pas si tu vas, parce que cette question, quand elle arrive comme ça, on n'a pas toujours la réponse dans l'immédiat, mais est-ce que tu auras une anecdote d'une rencontre où finalement tu as été amené à repenser un peu autrement ce que tu allais déployer en séance, où la trajectoire s'est un peu changée par rapport à ce que tu imaginais? Souvent, ça peut arriver en ayant une autre référence théorique, une image ou en déployant un autre outil. Est-ce que tu aurais une anecdote? Bah, la dernière fois que ça m'est arrivé de façon, on va dire, franche et massive, parce qu'il y a probablement, et même sûrement d'ailleurs, plein de choses qui me sont invisibles. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était un patient en fait qui était venu vraiment pour mon centre à moi d'expertise, c'est-à-dire un trouble somatique qui était là présent, accompagné de stress, etc. Donc vraiment, il était d'ailleurs envoyé par son médecin généraliste pour cette indication-là. Et donc du coup, j'étais vraiment dans mon centre d'expertise en tant que tel, quoi. Et donc on a commencé à faire de l'hypnose ensemble. En même temps, évidemment qu'on ne fait pas que de l'hypnose, hein, pour la raison que je disais tout à l'heure, mais en tout cas, on était plutôt sur cette approche, on va dire, à médiation corporelle. Et puis, au bout du deuxième, on était, lui et moi, gênés, en fait, dans la relation. C'est-à-dire qu'on sentait bien qu'on passait à côté l'un de l'autre, quoi. Et en fait, en discutant, ce qui rapidement est venu, c'est qu'il était dans une sorte de tournant par rapport à sa vie, en tout cas avec pas mal d'angoisses qui étaient présentes, notamment du côté du professionnel. Je pense aussi qu'il y avait des angoisses qui étaient plus de l'ordre du couple, etc., mais qui n'étaient pas au cœur encore présent, mais moi je l'entendais, mais lui ne l'entendait pas encore, mais peu importe. En tout cas, il était dans un contexte de vie qui était certes marqué par des troubles qui étaient là présents depuis l'adolescence, mais qui en même temps posait vraiment des questions qui allaient déterminer la suite de son existence. Et en fait, on est passé par une thérapie par la parole, mais pour le coup très, très humaniste au sens vraiment classique du terme. Rogers, comme tu le savais, ne faisait pas de pratique psychocorporelle. Donc on est vraiment parti sur une approche vraiment rogerienne, très classique, sans cette dimension psychocorporelle qui d'ordinaire est là lorsqu'il y a cette demande en particulier. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans lesquels moi, je n'oppose pas thérapie par la parole, thérapie par le corps. Il est vrai que moi, je me sens très à l'aise dans cette médiation par le corps, donc du coup, j'y vais volontiers. Mais maintenant, c'est vrai que
Il y a aussi le souhait du patient avec toujours l'évaluation de savoir est-ce qu'il ne va pas s'engouffrer dans quelque chose qui est trop intellectualisant ou pas, ce qui n'était pas le cas de ce monsieur. Mais du coup, à partir du moment où effectivement il était dans une sorte de tournant de vie qui allait déterminer la suite, d'ailleurs dans ce temps-là, il a fait les choix. On était vraiment à thérapie humaniste, on pose tout sur la table, on récupère sa liberté à pouvoir effectuer des choix, on récupère la dimension de responsabilité par rapport à ça. Et finalement, c'est venu encore quelques fois jusqu'à ce qu'il fasse les décisions qui étaient utiles pour lui. Et on est passé à autre chose. Ça m'est arrivé aussi avec toujours d'ailleurs que quelqu'un que je continue à voir, avec quelqu'un qui est sportif de haut niveau, pour lesquels là aussi, il était venu effectivement pour l'hypnose. On est parti ensuite, qui en plus était assez congruent par rapport au type de sport qu'il fait. Ensuite, on est arrivé vraiment sur quelque chose qui était plus individuel, qui était des angoisses en tant que telles. On a continué à avancer un peu là-dessus. Et puis là, je suis en train de l'orienter un peu sur la méditation, mais après 1 an et demi d'accompagnement. Donc du coup, on est effectivement sur parfois des sortes comme ça de mouvances. Moi, je l'ai ça en tête, je le transmets à mes étudiants chaque fois possible. Pour moi, l'important, c'est la colonne vertébrale. C'est le fait d'avoir quels sont les repères qui me permettent pour moi de me positionner par rapport à l'autre. Et les repères, par définition, appartiennent à un champ préférentiel. Et ensuite, effectivement, c'est un jeu de souplesse, quoi. Un jeu Mhm. de souplesse avec les patients. Notamment dans la première situation, mais je l'entends dans la deuxième, peut-être c'est la question d'arriver avec une demande qui est légitime, et puis finalement on se rend compte que c'est pas tant ça qui serait au premier C'est plan à ça. travailler, quoi, C'est finalement. ça, c'est tout à fait ça. Mm. C'est-à-dire, c'est le fait de ne pas partir. Et je pense que c'est. Bon, je suis un peu biaisé parce qu'à Paris 8, pour le coup, on forme vraiment les étudiants en Master 2 en fait, à 4 grandes approches psychothérapeutiques différentes. Donc, c'est vrai qu'on est. Bon, on n'est pas dans une seule approche en tant que telle, donc c'est une approche un peu biaisée, mais je trouve que les générations qu'on forme sont quand même beaucoup plus ouvertes maintenant à ça. Et Mm. effectivement, ne pas, dès le premier entretien, essayer de faire rentrer l'autre dans ce que l'on possède, mais de proposer ce que l'on possède, de voir jusqu'où on peut aller. Il m'est arrivé aussi, bien sûr, de pouvoir réorienter la personne en disant au patient, je suis désolé, c'est pas mon truc, quoi. Enfin, je ne peux pas vous aider là-dessus, c'est pas mon domaine en tant que tel. Mm. Et donc, du coup, de dire, voilà, je peux toujours mettre en place des choses que je connais, mais je ne vois pas où est-ce que ça va nous mener. Et donc, c'est aussi cette capacité de pouvoir dire, bon, on peut essayer des choses, on peut co-construire ensemble, mais il y a aussi une limitation personnelle, comme dans tout métier. Oui, mais après, il y a quelque chose qui peut te paraître évident et qui ne l'est peut-être pas forcément pour tout le monde, c'est de sentir qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne prend pas, que ce n'est pas forcément lié au thérapeute, que ce n'est pas forcément lié à l'efficacité ou l'inefficacité de l'outil, mais qu'il y a quelque chose qui a une rencontre un peu manquée, qui est liée à plusieurs facteurs. Ok, ouais. Mm. Des Ça a exemples. été, ça a été sans doute, quand je me suis formé au remote viewing, les formations sur l'intuition, etc., j'utilisais mon corps avant, mais c'est vrai que ça s'est beaucoup développé, ça, cette dimension-là. Et puis, du coup, je suis venu, c'est dans ce sens-là d'ailleurs assez curieusement, mais j'en suis revenu en fait à ce qui est développé dans le courant humaniste maintenant actuel autour de la présence thérapeutique à partir des travaux sur la méditation, sur cette dimension en fait du ressenti corporel. C'est le fait finalement, au-delà de ce qu'on a pu apprendre de l'empathie pendant les cours, etc., de dire mais en fait c'est une vraie caisse de résonance et il y a un moment donné où il faut lui faire confiance complètement. Mhm. Il Mhm. faut pouvoir l'écouter vraiment et il faut pouvoir lui faire confiance réellement. Et ça, je ne l'ai pas appris en psychologie pour le coup, je l'ai appris plutôt dans les formation, on va dire, parallèle. Donc, Ouais. Et le terme de caisse de résonance, il est pas mal parce qu'il me fait beaucoup penser au concept de résonance d'Elkheim, qui, dans ses descriptions, ne parle pas vraiment du corps, mais qui nous disent qu'à un moment donné, on est un indicateur qui se passe quelque chose pour nous, évidemment, mais également que ça peut avoir une fonction en face et que ça vient éclairer le chemin aussi sur ce qui peut-être est dans un angle mort au départ. Ouais. tu vois, Maximilien, moi, je vais même plus jusque-là. Alors, peut-être que j'y reviendrai encore une fois, hein, mais là, actuellement, de mon parcours, en fait, je ne me pose même plus la question de savoir si ça a une fonction pour l'autre. C'est en fait, je m'en fiche au sens de, pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que moi, je ne me perds pas dans l'accompagnement que je propose à l'autre. Et donc, du coup, est-ce que ça a une fonction ou pas? Moi, je considère que ma démarche éthique, elle se situe dans l'idée que je me pose toujours la question de savoir où est-ce que j'en suis et est-ce que ce que je propose à l'autre, d'abord s'appuie sur des fondements qui sont légitimes et que je pense sincèrement que ça puisse aider l'autre en respectant sa capacité à pouvoir me dire non.
Ma démarche éthique, elle est de continuellement avoir cette question en tête. Qu'est-ce que Mm. je suis en train de faire? Mais je ne me pose plus, là, en tout cas maintenant, là où j'en suis de mon parcours, je ne me pose plus la question de la fonction. Je ne me pose plus la question de l'incidence de ce Alors, la que je fonction, c'est peux pas forcément ressentir et penser par l'incidence, rapport à l'autre. mais d'une certaine manière, ça peut venir répondre à la question de qu'est-ce que je suis en train de faire aussi, tu vois. Quelle fonction ça a, ce qui se passe pour la personne, ça me permet de donner une indication sur est-ce que ça vient remplir quelque chose chez le patient en termes de problématiques, en termes de difficultés, tu vois. Eh ben, je Et, vais même plus jusque-là. ouais. Ma paresse va jusqu'à éliminer cette, Et en plus, vos cet équipes sont plus aspect. mobiles, quoi. Non, mais vraiment. Exactement, c'est scandaleux, scandaleux. Bon, très bien. En tout cas, là, on a fait une bonne partie clinique. Ça va me donner envie de continuer certaines lectures. J'aimerais bien t'amener tout doucement sur la deuxième partie de l'interview, c'est la question de la profession. Donc, tu es Mhm. psychologue, tu as probablement le titre officiel ARS assermenté de psychothérapeute. Je voudrais Mais savoir, j'ai fait les deux démarches. et tu as fait les deux démarches Mhm. qui ont été validées en plus du premier Mhm. coup. J'aimerais savoir ce que tu penses du titre de psychologue, de la profession en 2020 et de ce titre de psychothérapeute. C'est très large. Tu picores ce que Euh, tu veux dans l'apéro, quoi. ben, on est dans la merde, non? Si je devais résumer la situation en 2020. En fait, ça ressemble plus à grand-chose. On se veut une fonction nécessaire, sociale nécessaire, qui en fait n'est claire que pour nous. Et moi, je pense que pour moi, la grosse bête noire, et là je parle vraiment, y compris en tant qu'universitaire, la grosse bête noire, c'est le fait que le titre que l'on remet soit un titre de psychologue, point barre, psychologue clinicien, machin, etc. On s'en fiche. C'est un titre que l'on remet générique en tant que psychologue. Je suis d'autant plus tranquille pour le dire que j'ai bossé sur deux maquettes de deux universités différentes sur le remaniement de master. Donc, vraiment, je pense avoir une vue assez bonne de ces trucs-là. Et en fait, tant que le titre sera un titre générique, euh, on ne s'en sortira pas. Donc, C'est-à-dire quoi? Générique, ça signifie quoi pour toi, plus ça veut précisément? dire que ça veut dire que le titre est un titre de psychologue, que le fait qu'on soit clinicien social, expérimentaliste, cognitiviste, développemental, en fait, c'est que dans notre tête, c'est reconnu Oui, nulle part en vrai. ouais. Et à partir de là, ça devient très compliqué parce que on voit bien que les prérogatives, on voit bien sur le terrain, j'entends, hein, que les prérogatives d'un psychologue clinicien et son parcours ne sont pas les mêmes qu'un expérimentaliste ou que quelqu'un qui va faire vraiment de la social travail pure, quoi, plutôt versant RH. Donc c'est clair que lorsque l'on ne fait pas le même métier, clairement, donc à partir du moment où on ne fait pas le même métier, il n'y a aucune raison que la formation ne soit pas revue. Donc dans ma tête à moi, l'idée serait de faire exploser cette histoire de diplôme, de proposer en fait ce qui est dans l'air et que tu connais depuis longtemps, c'est le doctorat d'exercice. Et à partir du moment où on a un doctorat d'exercice, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas profession médicale. Parce que de toute façon, le paramédical, on va y arriver dans les mois qui viennent et on n'arrivera pas à se défendre quoi qu'il arrive. Et que quand on regarde un peu froidement les choses, et notamment ce qui se passe du côté des sages-femmes ou la façon dont elles ont agi, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas reconnu en tant que profession médicale. Je parle pour les psychologues cliniciens et que l'on dépende effectivement plutôt du Profession ministère. médicale, profession de santé, pour toi, c'est la même chose? Profession Je médicale, dis ça c'est une profession de santé. pour éviter qu'il t'arrive des problèmes. Il y a plein de psys qui vont devenir fous en regardant la vidéo. Mais Oui, oui, bah, c'est les écoute, ça nous mêmes fait pas mots du peut-être. travail. Qu'est-ce que je te dis. Non, non, C'est je les parle de mêmes mots. médical. Non, non, je parle de profession médicale comme les médecins, les sages-femmes, les dentistes. Et donc, effectivement, ça serait médecin, sage-femme, dentiste, psychologue, clinicien. Avec effectivement un parcours qui soit un parcours à la fois, bien sûr, au ministère de l'Éducation nationale, mais aussi en grande partie au ministère de la Santé, qui du coup permettent un système de formation assez identique à celui des médecins, c'est-à-dire sur le terrain, notamment toute la partie qui relèverait de la thèse d'exercice sur la fin, et le reste également des professions, c'est-à-dire développement, travail, etc., pourrait être valorisé, parce que du coup, ça pourrait aussi être mieux défini. Là, actuellement, quand on discute avec les collègues psychosociaux, etc.,
il y a une sorte de complexe par rapport à la clinique, parce que c'est vrai que dès qu'on dit aux gens psychologues, ils entendent psychologue clinicien. Et donc, quasiment quelqu'un qui est psycho du travail doit s'excuser de ne pas être clinicien quand il parle de psycho, parce qu'il ne va pas parler forcément de patients, de choses comme ça. Ça permettrait aussi que les autres branches de la psychologie puissent être différenciées et mieux définies. Tu Et tu surtout, mettrais tout le monde dans le médical alors ou pas? Parce que j'ai eu non, l'impression non, que voilà, donc psychoclinicien en tu tant que dis, bah, tel. nous, cliniciens, hop, médical, vous, bon, vous vous débrouillez. Profession médicale. Ensuite, moi, je suis pas ni social, ni travail, ni expert, donc du coup, ça serait à définir. Je ne peux pas parler en leur nom, ce qui serait Et bien en même pour eux, temps, mais je peux parler que pour clinique. on parle de vie psychique, c'est aussi cette question qui m'est venue au fur et à mesure des interviews. Est-ce que finalement, on n'est pas tous liés à la question de la santé d'une manière ou d'une autre, quoi? Parce qu'au début, je me suis dit, bah Mais non. Et puis quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais mes collègues psycho du travail, ils ne s'intéressent pas à optimiser le bénéfice spécialement, en fait. bien sûr, C'est des mais êtres pas, humains. mais, mais pas que les psychologues. Et donc, du coup, pour moi, c'est pas une question. À mon sens, on ne peut pas prendre les choses comme ça parce qu'il y a plein de professions qui ne sont pas la psychologie, qui font partie du champ de la santé mentale et psychique en tant que telle. C'est-à-dire des choses qui font du bien et qui, à un moment donné, quand je parle de font du bien, c'est pas juste cuicui les petits oiseaux, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir des bouleversements de vie, simplement en allant faire une retraite avec un montagnard quelque part qui tout d'un coup va changer complètement les choses. Donc la vie psychique, elle n'appartient pas que au psychologue. Donc la question, elle est effectivement comment est-ce que l'on va euh, définir ce qu'est la profession, une profession particulière qui serait, encore une fois, je ne parle que des psychologues cliniciens, les autres, je ne les connais pas suffisamment, dans ce champ-là, qui est celui du psychique, mais qui ne nous appartient pas. Et avec, à mon sens aussi, une distinction que font, y compris très mal, la plupart des psychologues que je connaisse, et c'est aussi en partie ma faute, puisque je suis enseignant-chercheur et que je le transmets certainement pas suffisamment aux étudiants, c'est de rappeler qu'un psychologue, de base, la formation des psychologues, c'est l'évaluation. Ce n'est pas l'accompagnement, ce n'est pas la psychothérapie. Là, actuellement, on forme pour évaluer. Autrement dit, la formation des psychologues, et être psychologue, c'est être avant tout un psychographe, comme tu as des géologues et des géographes. On forme des psychographes, en fait. Et si on veut devenir psychologue, c'est-à-dire avec la dimension de l'accompagnement et de la psychothérapie, en fait, il faut une autre formation qui serait pour moi apportée par justement cette thèse d'exercice en tant que telle. Mais beaucoup de psychologues pensent que, en fait, on les forme à l'accompagnement. Ce qu'il faut, on les forme à évaluer, en fait. On les forme au processus, en fait, dont on parlait en début d'entretien. Ça Et ça, intéresse c'est moi important à aussi. rappeler, quoi. Ça intéresse Pardon? moi aussi. Les gens veulent faire de la thérapie. Et en plus, l'ARS leur donne à la sortie, sans formation en psychothérapie, le titre. C'est pour ça que je serai aussi, je C'est une milite catastrophe aussi. ça, pour moi, hein, mais je sais pas ce que j'aimerais bien que tu puisses nous en dire plus parce que pour moi, quand on s'est battu pour avoir au même titre que les médecins la possibilité de ne pas se lever justement pour se révolter, pour dire qu'on ne peut pas offrir le titre de psychothérapeute à nos psychologues simplement parce qu'ils ont fait bac+5, pour moi, on a manqué quelque chose à ce moment-là. Simplement dire, nous, comme les médecins, on veut que ce soit automatique ou quasiment automatique, pour moi, ça me paraissait compliqué. Parce que quand on me dit je suis psychothérapeute, moi la question que je demande, c'est à quoi tu as été formé en fait. Mm. Parce que sans ça, psychologue, c'est pas psychothérapeute et donc par extension, c'est pas encore autre chose non plus, quoi. Tu vois? Mais je pense que tu as entièrement raison. Il y a eu un avantage quand même au décret, c'est que le décret, indirectement, a défini la psychothérapie à travers la psychopathologie, puisque le décret définit des heures de psychopathologie. Oui, Et mais ça, pour bon, le coup, non, non, mais je ne dis pas que le décret est ou parfait, pas. hein, mais je dis juste que le fait de rappeler que, notamment les différences entre la relation d'aide et la psychothérapie, c'est la psychopathologie, pour moi, c'est un Hmm. point d'achoppement qui est important. De dire une psychothérapie est forcément adossée à une psychopathologie. Ça, pour moi, c'est un point qui est important. Le reste est critiquable. Mais c'est pour ça que, pour ma part, et j'en discute aussi avec les collègues, s'il n'y a pas de doctorat d'exercice qui permette d'aller vers la psychothérapie, moi, je verrais bien appuyer sur le décret que l'on évoque, deux masters, un master pour devenir psychologue, c'est-à-dire psychographe, et un master pour devenir psychothérapeute, voilà, et qui Hmm. répondrait en fait aux heures du décret. Mais finalement, quelqu'un qui effectivement s'engage dans psychologie pour être en fait psychothérapeute, il s'en fout de bilanter. Il veut faire des accompagnements. Qu'est-ce qu'on va aller l'emmerder avec d'autres alors qu'il sait déjà ce qu'il veut faire? Hmm. Est-ce que Et du toi, tu coup, quand utilises tu des es... Vice et des Whisk? Moi, jamais, hein. Non, mais c'est pour ça. Non, mais bien sûr. Mais même actuellement, on est en train de remettre en question sur mon université l'apprentissage des projectifs, pas des tests projectifs, pas de la méthode projective qui est Ouais. importante,
Et actuellement, qu'est-ce qui prend du temps pour faire Rorschach, TAT, machin, etc. Il y en a Ça prend encore, plus hein, de il y en a temps, c'est encore. plus rémunéré. Oui, mais on ne Oui, bien serait pas sûr. obligé de tous d'y être, d'y passer. C'est ça que tu veux dire, quoi. C'est effectivement ça. Et les personnes qui du coup, sont psychologues, c'est-à-dire psychographes, et qui veulent devenir psychothérapeutes, tu fais une passerelle sur le master de psychothérapie. Voilà. Hmm. Mais je verrais bien un LMD, mais un LM en tout cas, sur psychothérapie adossé au décret. Et pour moi, ça permettrait de désemplir les amphis de psychologie, de désemplir des gens qui veulent faire de la psychothérapie. Ça permettrait aux gens également qui actuellement font de la psychothérapie, entre guillemets en autodidacte, parce qu'il y a un allongement de la vie du travail, parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui a 50 ans de reprendre 5 années de psychologie pour devenir psychothérapeute. Ça permettrait aussi de pouvoir sans doute réinventer un peu cette Hmm. formation-là, cette pratique-là, et ça assainirait un petit peu les choses. Donc, Ce serait un moi, ça sacré serait vraiment, bordel si quand j'étais même, à hein. l'exercice, je n'hésiterais pas. Comment? Ce serait un sacré bordel à mettre en place parce que tu le sais Oui. aussi bien que moi, parce que moi je le savais à l'époque, mais moi j'enseigne plus à l'université, mais que pour trouver un stage, c'est toujours autant le bordel et que pour un internat, comme je l'ai fait à Montréal, il faut avoir des trucs bien écrits, bien solides, bien pragmatiques, bien organisés et que je voudrais pas faire l'anti-français une fois de plus, mais c'est quand même un peu compliqué de poser des choses concrètes, quoi. Mais je pense qu'il y a deux choses. D'abord, pour la petite histoire, ce que l'on me renvoie surtout, enfin mes collègues, quand j'en discute avec eux, ce qui me renvoie pour ceux qui seront opposés, parce qu'il y en a qui seraient franchement pour aussi, c'est le fait que ça risquerait de dévaloriser en fait le titre de psychologue. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, si on arrivait à moins diplômés en France et bien diplômés et à recentrer, ça serait plutôt une bonne Tu sais chose. combien il y a de diplômes de psychologues en France, de Moi, master? j'ose même pas. Je crois qu'on doit diplômer 30 à 40% Oui, de oui, l'Europe, non, c'est mais ça, je combien il crois, y a la France. de masters différents de psychologie en France? Mais tu vas me faire peur. Là, mais tu vas pas me croire. Dis-moi, dis-moi. Mais pourquoi je ne te croirais pas? 179. Ah, bah tu vois, bah, il faut créer le 180e. Il n'y a aucune raison d'arriver sur un chiffre impair. Mais l'autre notion par rapport effectivement à ce que tu disais, c'est que, et pour moi c'est un point qui est important, c'est la question des lieux de stage. Parfois c'est effectivement compliqué, il y a probablement une meilleure articulation à faire avec l'université. Il y a aussi, moi, quand j'en discute avec les collègues qui ne prennent plus d'étudiants en stage, c'est quasiment tout le temps. La même réponse, c'est parce que institutionnellement, je suis à temps partiel ou j'ai plus mon bureau, c'est bien compliqué, etc. Mais ça aussi, ça fait partie de la vie professionnelle. Ça me paraît aussi intéressant que les psychologues qui sont en formation, en fait, se confrontent aussi à ces difficultés et de voir aussi comment est-ce qu'on fait de la psychologie autrement. Il y a un truc qui est vachement intéressant avec la période Covid en tant que telle. Covid. Moi, j'ai eu du pot. Ouais, j'ai eu du pot en fait qui est d'être. La Fondation de France en fait m'a demandé de présider en fait une commission qui était la commission urgence Covid-19, ce qui m'a permis en fait de voir énormément de demandes en fait de financement qui arrivaient, de voir un peu ce qui se faisait un peu partout et aussi maintenant ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Concernant le champ psy, on voit que toutes les lignes d'écoute, etc., n'ont absolument pas fonctionné, sauf une, mais les autres n'ont absolument pas fonctionné. Ce qui a été le plus efficace, Les à lignes la fois en d'écoute termes de bénévoles, c'est fréquentation. ça? Oui, oui, il n'y en a eu qu'une Oui. en France qui a Ah, mais fonctionné, y je compris sais la bien. PHP, il y a eu Ça, 300 appels. exactement. Ouais, ouais, non, mais c'est ce que Et ce qui a, j'en étais sûr. Voilà, j'ai ce qui a entendu ça. particulièrement, ce qui a particulièrement fonctionné et bien fonctionné, c'est y compris cliniquement, pas simplement en termes de fréquentation, ce sont les maraudes. C'est-à-dire, c'est le travail dans le couloir, quoi. Ah Et ouais. c'est le fait d'aller voir l'autre en situation de complexité, à la fois complexité de pratique pour l'autre, mais aussi complexité de pratique pour nous. Et ça, c'est important quand même de former les prochaines générations à ça. Donc, c'est clair que il y a beaucoup de psychologues maintenant qui ne prennent plus pour des raisons voilà, qu'ils pensent bonnes les prochaines générations. Je pense qu'il y a aussi un travail probablement à faire en disant bah, on peut aussi former à la complexité, pas simplement clinique, mais aussi institutionnelle. Que Hmm. c'est aussi un apprentissage, ça, ce qu'est l'institution. Une question catastrophe. C'est l'instant catastrophe. Si on fait Il n'y a pas rien, de jingle pour ça, non? non, je la rajouterai après. Il y aura une Ok, grande musique, tout ça. très bien. Il y aura des nuages noirs qui arrivent. Il y a un tonnerre, oui. Qu'est-ce qui est exactement le fameux éclair dont tu parlais? Nous ne sommes que des éclairs dans la vie des gens. C'est pas mal ça d'ailleurs. Ça pourrait faire une punchline. Qu'est-ce qui se passerait dans 10 ans si on touche à rien? Comment tu vois la profession dans 10 ans dans notre société française en 2030? Moi,
je suis pas très, très optimiste par rapport à ces choses-là, donc sans doute que ma façon de voir n'est pas très bonne. Moi, je pense très honnêtement que si ça continue actuellement, soit on accepte la paramédicalisation, soit dans 10 ans, on n'existe plus. Mhm. C'est-à-dire qu'il y aura, on va déléguer en partie aux patients experts qui par ailleurs font un boulot formidable. On va déléguer en partie à certainement des accompagnants qui s'appelleront pas comme ça. On va nous sortir bien sûr de l'hôpital. Il y a les infirmières aussi qui refont de plus en plus de formations et qui sont Oui, mais appelées de plus en plus à faire de l'hypnose, de l'acte, même de l'EMDR et tout ça. alors oui, oui, mais Et on je dira suis qu'elles sont pas moins très. emmerdantes. Le médecin dira, elles sont quand même moins emmerdantes que vous, les mecs. Oui, mais la difficulté malgré tout, et il y a eu, pour faire très rapidement, en fait, il y a eu beaucoup de débats sur le financement de la DPC chez les infirmiers, notamment les dernières, et par rapport notamment à l'hypnose, mais pas que. Et clairement, la personne qui gère la DPC au ministère nous a dit très directement, moi, je ne veux pas financer des choses où l'infirmière ne fait plus de soins infirmiers. Et Oui. donc, du coup, clairement, du fait du nombre. Et donc, du coup, théoriquement, elle pourrait le faire. Et puis en termes de formation aussi, elle pourrait le faire. Bien sûr, il y a plein de choses lors de l'accompagnement. Et d'ailleurs, elles sont souvent bien mieux formées que les médecins à cette dimension-là. Donc, bien sûr qu'il pourrait y avoir ça. Et en même temps, a priori, la volonté des pouvoirs publics n'est pas que les infirmières fasse autre chose que le décret de compétence stricto sensu. Donc, à mon avis, ça va plus se jouer sur des accompagneurs psy, sur des psychomotes qui vont avoir des dimensions plus étendues, sur ces dimensions-là. Globalement, je pense qu'on va nous mettre au pied du mur, c'est-à-dire paramédicalisation où vous disparaissez, c'est-à-dire on explose votre tâche. Je parle encore que pour les psychologues cliniciens, je ne parle pas pour Hmm. les autres, je ne connais pas suffisamment Les autres, ils la s'en sortent profession. bien, souvent. Ils s'en sortent mieux même souvent. Et pour moi, la réponse, c'est non à la paramédicalisation, oui à la profession médicale, comme les dentistes, les sages-femmes, 5 ans d'études hein, pour les sages-femmes et les médecins. Donc, par contre, il y a effectivement une zone qui est à réfléchir. Ma réflexion n'est pas arrêtée là-dessus, c'est la question de la prescription, puisque qui dit profession médicale dit aussi qu'on a une partie de la prescription, donc il faudra voir cet aspect-là. On pourrait Mais pour donner ou moi, qu'on aurait, parce que tu connais évidemment, enfin je pense, hein, la question des prescriptions à 23 euros plafonnées dont on s'est régalé. J'ai jamais pu trouver quelqu'un qui a accepté ces prescriptions. J'ai tendu le micro, j'ai pas trouvé, mais on m'en a parlé. Voilà, ça aussi, c'est un problème aussi qui est en train d'écraser les psychologues contre le mur. J'ai toujours l'impression que les psychologues, il faut savoir qu'apparemment, parce qu'on n'a jamais de stats là-dessus, un tiers à la moitié des psychologues en Europe sont français. oui. Donc, Alors, quand je parlais de prescription médicale, c'est prescription médicamenteuse. Hein. on a une armée quand même qui est toujours poussée sur le mur. Donc, tu parles de la prescription médicamenteuse, toi. Oui, oui, quand je parlais de la profession médicale, en fait, c'était le fait de dire par définition une profession médicale est une profession qui peut prescrire. Ouais. Donc, pas tout le Vidal, bien sûr, hein, ça dépend des professions. Mais pour moi, Antidépresseurs, pour le coup, anxiolytiques, ne serait pas non plus si déconnant. Il y a des endroits où ça se fait. Mais les psychiatres vont tirer une tranche pas possible. pas tant les psychiatres, plus les médecins généralistes. Les zones quand même de frein, c'est pas tant les psychiatres, hein, c'est plutôt les Et généralistes. on Moi, est un des pour pays moi, d'Europe où ça collabore le moins avec les généralistes. C'est ce que j'avais vu dans une étude il y a oui. quelques jours, où les généralistes renvoient très peu, en fait. Mais statistiquement, on est un des pays en Europe où c'est peut-être même Mm. le pire, je crois. Donc Mm. ça va être compliqué, cette histoire aussi. Ça changerait, je pense que la prescription médicale, clairement, change le rapport au patient. Même lorsque moi, j'ai Ah des oui, collègues psychiatres qui ne prescrivent pas, en fait, et qui disent aux patients, je ne vous prescrirai rien. je suis pas le Mais effectivement, prescripteur. ils sont dans une activité de psychothérapeute, ils sont plus dans une activité de psychiatre. Donc, du coup, c'est plus ça c'est plus ça, en fait, qui me modifierait. Et pour le coup, tout l'art serait effectivement des professions médicales sans forcément la possibilité de la prescription Et il médicamenteuse y a pour la conscience. question de l'arrêt maladie aussi, tu vois, parce que là, je suis en train de me dire qu'il y a quand même un truc qui est drôle, c'est que là où je travaille, dans le département où je suis, j'ai beaucoup de médecins qui me disent, selon toi, est-ce qu'on continue l'antidépresseur ou l'anxiolytique? Et à ton avis, est-ce que je represcris un arrêt maladie au regard de ce que tu es en train de travailler avec le patient? Donc ça devient drôle, quoi. Au final, ça a dû t'arriver aussi. Les généralistes te demandent ton avis, suivent même sans problème parce que parfois ils sont un peu perdus avec les antidépresseurs et c'est des généralistes et c'est pas trop leur truc. Donc il y a aussi la question de l'arrêt maladie quand même. Est-ce que tu imagines que le psychologue pourra avoir un certain pouvoir, puisqu'il aura un pouvoir de prescrire des médicaments, mais aussi de prescrire un arrêt par rapport au travail? C'est Là, peut-être pas une là, question, hein, mais, là où j'en suis, pour moi, il faudrait, c'est là où serait le jeu d'équilibre. Tout ça, par contre, non. Hein. Ce serait,
le fait de pouvoir ni prescrire médicaments, ni pouvoir prescrire un arrêt de travail, pour moi vraiment définit, j'allais dire cliniquement, notre métier en tant que tel. C'est ce qui Mmh, fait qu'on a un rapport au patient qui est différent d'autres professions. mmh. Et pour le coup, c'est vrai que je me vois mal récupérer cette dimension-là. Donc c'est vrai que le Ouais, jeu d'équilibre serait effectivement, pour moi, de ne pas être profession médicale, de le refuser, d'être profession médicale parce que je pense qu'on en a les atouts, deux, la formation possible, trois, la légitimité en termes de fonction. Donc pour moi, ce serait profession médicale, mais effectivement, en ne prenant pas cette dimension-là, idéalement, qui d'accord. changerait pour le coup notre rapport au patient. D'accord. De toute façon, les sages-femmes font pas d'arrêt maladie, ni les dentistes. Euh, Deux dernières questions rapides. Une Mm. qui va faire une synthèse. Je te donne une baguette magique Mm. et tu peux activer trois vœux pour la profession. T'es Dans... très thérapie orientée solution, non, avec le truc de la baguette magique. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu mettrais en place? Trois actions qui vont faire un effet boule de neige qui serait favorable pour la profession. Donc, il me semble que je peux Euh, répondre avec ce que tu as dit en partie, mais je vais te oui, laisser c'est ça. nommer les trois points qui te viendraient fondamentaux, les plus importants. D'arrêter que le diplôme soit générique, de mettre en place la thèse d'exercice Ouais, et que au moins les psychologues cliniciens deviennent profession médicale. d'accord, très bien. La dernière question qu'on m'a soufflée il n'y a pas très longtemps, puisqu'on m'a dit que finalement on pouvait vite devenir dépressif en voyant les vidéos. Qu'est-ce qui va dans la profession? Qu'est-ce que tu peux nous dire qui fonctionne, qui va bien? Qu'est-ce qui fait que tu es content de faire ce métier? Euh, Il faut bon, toujours bien finir une séance. avant qu'on commence, tu me faisais remarquer que j'avais un rouge très Mao derrière, donc je vais te dire la lutte, évidemment, que la lutte fait survivre. Mais au-delà de ça, moi, je fais ce métier. Alors, je fais ce métier d'abord à l'origine parce que je me demandais comment ça fonctionnait un être humain, mais fondamentalement, je fais ce métier parce que je défends le principe d'humanité. C'est-à-dire, pour moi, il y a quelque chose dans l'humanité qui est à la fois, enfin, qui est beau. J'ai pas d'autre terme. Pour moi, il y a une beauté en fait à l'humanité, et c'est ça que je défends. Et du coup, il y a effectivement cette dimension de lutte. Il y a le fait de dire voilà ce que je ne veux pas pour continuer ça. Mais pour le coup, pour répondre très directement à ta question, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas dépressif en ce qui me concerne, au moins sur ces questions-là, et j'espère sur le reste aussi, il faut peut-être que je consulte, qu'est-ce qui se cache derrière ma lutte. C'est précisément c'est l'humanité, quoi. C'est de défendre le principe d'humanité chez les gens, et que je reconnais et je revis ce principe d'humanité dans chaque rencontre avec les patients et avec les étudiants. Pour moi, c'est vraiment, j'ai besoin de ces deux pieds. J'adore le contact avec mes étudiants comme j'adore le contact avec mes patients parce que c'est de l'humain, quoi. Et ce principe d'humanité est pour moi fondamental. Parfait. Je crois que ça va bien clore cette interview. Je te remercie beaucoup, Antoine. Ça a fait Merci à voyager. toi. Ça me fait penser à certains trucs. Et puis, on est vers la fin des interviews. Donc, je crois que ça va permettre de donner des ouvertures intéressantes. Surtout ton regard aussi en tant qu'universitaire, ça permet de parler un peu plus de choses concrètes. Je tiens à saluer que c'est toujours pertinent d'avoir un enseignant qui a une pratique clinique. Je le glisse de temps en temps dans les interviews parce que, comme tu le sais, on n'est pas obligé d'avoir rencontré des patients pour parler de patients et de pratiques. Donc, je trouve qu'il Mm. faut pouvoir défendre ça, un petit peu comme tu le disais, comme le font les médecins. Quand on est PU-PH, c'est logique, c'est entendable et c'est normal. Et je pense que ce serait bien aussi pour la profession qu'on puisse avoir des gens qui nous parlent de leur ressenti, de leur pratique et pas uniquement de ce qui est écrit dans les livres, quoi. Ouais. Je suis Merci pour, d'accord. merci pour tout, merci pour cette interview. Merci à toi.